Je vous écris du paradis, c'est le titre du roman écrit par Pierre-Jean Lescure, mon invité d'aujourd'hui, et surtout l'histoire de Camille, retrouvée morte une nuit d'octobre sur le Allure of the Sea, un navire où voyage Alice Patterson et qui a des facultés médiumniques. L'âme de Camille va contacter Alice pour enquêter sur le pourquoi du comment de son décès, un roman initiatique à lire sans modération. Salut à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel, c'est Alexis. Aujourd'hui, nous allons partir en vacances. Vous voyez, je suis déjà sur le navire pendant que vous écoutez cette émission. Et oui, je suis parti aux Bahamas avec les sous que YouTube me rapporte chaque mois, bien sûr. On le sait, c'est connu. Euh, Donc aujourd'hui, on va parler surtout... restons un peu sur Terre de 2 minutes, bien que on va parler de paradis, puisque aujourd'hui, ben, il s'agit un petit peu du sujet principal du bouquin, c'est Je vous écris du paradis. Et voilà, il est tellement du paradis qu'il en est transparent. Mais je crois que l'auteur va vous montrer la couverture. Voilà, merci Pierre. Merci beaucoup. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est Pierre-Jean Lescure qui nous fait l'honneur de venir parler de son roman. Alors roman, on le sait très bien pour ceux qui lisent les romans, alors pas à l'eau de rose, mais des romans quand même, voilà, un petit peu concrets, un peu un peu avec de la consistance. C'est que dans chaque roman, il y a toujours une part de vérité. À vous, naturellement, de déceler ce qui est inventé, ce qui est vrai, etc. Tout se mélange, mais ça fait justement un superbe ouvrage. On va y revenir. Donc aujourd'hui, c'est Pierre-Jean, enfin on va l'appeler Pierre, ce sera plus rapide, c'est aussi son vrai prénom. Pierre, donc qui me fait donc l'honneur aujourd'hui donc de venir parler de son ouvrage. On a compris. C'est aussi surtout un auditeur des Sentiers du Réel qui en fait m'a écrit il y a quelques mois. Et je crois même que dans l'histoire des Sentiers du Réel, c'est la première fois qu'un auditeur m'écrit pour me présenter un ouvrage. Sache-le, voilà, je te mets pas la pression, hein, Pierre, non, non, pas du tout. Euh... Et donc, effectivement, tu as quand même un parcours justement spirituel. On va un petit peu en apprendre un peu plus sur toi. Globalement, comme je le disais en introduction, donc c'est l'histoire de Camille, qui est donc l'âme de Camille, qui va venir nous parler carrément, hein, dès le début, d'emblée, en introduction. C'est l'âme de Camille qui vient nous parler, finalement, nous amener dans cette enquête policière, puisque il faut savoir que Camille donc a été retrouvé mort sur le bateau, sur le navire justement Allure of Seas, c'est ça, hein? C'est le corps de Camille parce que c'est un personnage qui n'est pas genré. D'accord, d'accord. Donc, c'est donc sur le bateau Allure of Seas, et effectivement, c'est Alice Patterson, donc qui est une professeure de mathématiques qui est en vacances, hein, qui je pense est retraitée si je ne m'abuse, tu me Oui, corrigeras. exactement. Et donc là, pour passer un bon moment, et, euh, en fait, elle va découvrir Camille, le corps de Camille, puisque c'est Camille qui va, via l'au-delà, la contacter à Alice pour retrouver son corps. Alice a effectivement des dons de médiumnité, mais on va y revenir un peu sur Alice parce que c'est un fameux personnage aussi. Mais donc, présentation faite du bouquin, le topo, on va dire ça comme ça. Mon cher Pierre, bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Merci pour ton invitation et d'avoir accepté ma prise de contact il y a quelques mois. Alors, c'est ce qu'on disait hors antenne, effectivement, c'est quand même grâce à toi, grâce à ton contact, que, chers auditeurs, vous nous écoutez maintenant, puisque, comme vous le savez ou pas, j'avais failli arrêter, en tout cas, j'avais fait une pause sur les Sentiers du Réel, voilà, pour diverses raisons que je ne vais pas commencer à évoquer ici, mais surtout, c'est grâce donc à Pierre qu'on fait donc ces émissions. Puis tu m'as envoyé un bouquin si gentiment, je ne pouvais pas ne pas le lire et ne pas en faire une émission, au moins pour rendre honneur aussi à tous ces écrits. C'est quand même une brique, on va le voir, de 269 pages à peu près environ,
avec beaucoup de choses à apprendre. C'est un livre initiatique, on y reviendra aussi. Et donc, voilà, vraiment un livre passionnant. Mais d'abord, on va un petit peu découvrir qui est son auteur, Pierre. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter, mon cher? Oui, donc j'ai grandi dans les Alpes en France. Puis j'ai quitté les Alpes pour aller vivre en région parisienne, m'offrir une nouvelle vie. J'ai eu la chance de gagner de l'argent à un jeu télévisé avec lequel j'ai décidé de changer de vie encore. Et donc je suis allé vivre à Montréal en 2011. Oui. Et à Montréal, j'ai donc passé 10 ans à Montréal avant de changer de vie une nouvelle fois et de retourner sur les bancs de l'université pour venir à l'université de Las Vegas pour étudier la criminologie. J'avais 2 projets de recherche que l'université pouvait me permettre de réaliser. Et entre-temps, j'ai écrit ce livre pendant le Covid puisque je disposais du facteur temps que je n'avais pas auparavant. Voilà, j'avais été encouragé par une âme, en l'occurrence, à travers un médium, à reprendre l'écriture de ce livre qui était en souffrance dans un tiroir. Et pendant le Covid, je me suis dit, ben c'est maintenant. Voilà, donc voilà un petit peu un gros raccourci de ma vie. Ok, magnifique. Eh ben, écoute, il n'y a pas de hasard, Balthazar, comme tu le sais. De toute façon, tout est, comment est-ce qu'on dit, il n'y a pas de hasard, il y a que des rendez-vous. Et effectivement, aujourd'hui, ben, ça y est, c'est le rendez-vous. Chers auditeurs, avec Pierre, ça fait quand même des mois hein, qu'on correspond. Et puis surtout, voilà, maintenant, ça fait quand même quelques temps que tu m'avais envoyé le bouquin, on en a discuté. Et donc, effectivement, je t'avais dit qu'on ferait cette interview un peu plus tard dans l'année. Et tu as donc patienté, ça, je te remercie pour ça. Et donc, voilà. Donc, tu viens donc nous présenter ce super bouquin qui, c'est ce qu'on disait aussi hors antenne, qui n'est pas commun. Alors, c'est un roman, oui, mais c'est aussi un livre initiatique. Je dirais même que il s'adresse non seulement à des... Alors, le mot initié, c'est parfois un peu galvaudé, mais on va dire, oui, il y a des gens qui ont déjà quand même une culture, on va dire, ésotérique ou non, ou en tout cas avec le monde, le milieu de l'au-delà, etc. Parce que c'est un peu de ça qu'il est question ici. Mais surtout, donc la question de l'après-vie, finalement, et surtout la question aussi et en fait, il s'adresse également à des personnes qui n'ont absolument pas cette culture. Je trouve justement, c'est là que c'est bien que tu aies justement aussi fait la bonne balance entre quelqu'un qui est déjà, on va dire érudit, qui a déjà un pied dedans, et puis pour quelqu'un qui aussi n'aurait absolument pas le pied dedans, bah, de s'intéresser via justement un roman passionnant finalement à toutes ces questions de l'après-vie, etc. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné l'idée, toi, bah, d'emblée, Pierre, d'écrire un bouquin comme ça comment ça t'est venu? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur à un moment donné dans ta vie qui fait que pourquoi celui-là et pas pourquoi un livre sur la criminologie, par exemple? C'est vrai. Oui, alors le sujet ne m'est pas apparu immédiatement. J'avais écrit des petits passages, pris des notes de choses qui me venaient en tête et c'était comme des choses qui n'étaient pas connectées entre elles. Et je manquais justement de trame. En 2018, j'ai eu un rendez-vous avec un médium qui m'a dit que bon voilà, j'avais des membres de ma famille qui se présentaient, je m'attendais à ce qu'ils se présentent, mais j'ai eu une visite surprise de quelqu'un qui était prof et qui venait me secouer pour me dire de ne pas arrêter le livre. Alors j'ai beaucoup ri parce que je m'attendais pas. Alors, tu sais, quand tu vas voir un médium, tu penses à des gens dont tu aimerais un signe, mais pour le coup, je n'avais absolument pas, pour être honnête, pensé à ce monsieur. Et ce message m'a fait hurler de rire parce que le médium n'était évidemment pas au courant de mon projet d'écriture. Et ce prof m'a toujours accompagné de son vivant quand j'avais besoin d'aide, en fait, quand j'avais besoin de son coup de main dans la vie. Il était toujours là pour me pousser un peu à sortir de ma zone de confort. Et là, il se pointe pour me dire, il peut pas arrêter le livre. Je dis, bon, ok, c'est promis, je m'y engage. Mais je manquais du facteur temps. Et quand le Covid a frappé et que je me suis retrouvé à la maison pour une durée indéterminée, je me suis dit, c'est maintenant qu'il faut que je m'y mette parce que si je me lance, je vais pouvoir continuer même si je reprends le travail. Alors que si je me lance pas, en fait, concrètement, il va se passer des années sans que ce livre ne voie le jour, quoi. Donc le déclencheur, ça a été le Covid, le déclencheur de l'écriture,
c'était le Covid. Mais avant ça, il y avait mon prof qui s'est pointé pour me secouer. J'ai dit oui, ok, peut-être. Et comment est-ce qu'il s'appelait ton professeur? Enfin, juste le prénom, si tu veux. Ben, le prénom, je m'en souviens pas, figure-toi. C'est pour ça que dans le livre, je parle de lui, parce que dans le livre, tous les personnages que je décris sont des gens que je connais, on va dire, je les ai renommés. Mais je l'appelle Monsieur Chaumier dans le livre, et dans la vraie vie, il s'appelait Monsieur Michaud, mais j'ai oublié son prénom. Ah bah, c'est bien, Monsieur Michaud. De toute façon, il est sûrement avec nous pendant que tu es en train de parler. Voilà, on lui fait un coucou, hein, s'il nous entend. Et il avait la grandeur de la Tour Eiffel, ce monsieur. D'accord, oui, donc comme dans le bouquin, alors effectivement. Ah oui, c'est quelqu'un de grand, mais de grand sous tous les angles, on va dire ça comme ça. Voilà. Tous les angles, ouais. Magnifique. Ah bah écoute, merci à Monsieur Michaud. Hein, comme quoi, il faut écouter aussi ces messages de l'au-delà. Alors tiens, d'emblée, puisque il est de question surtout de l'au-delà dans le bouquin, mais pas que. On y reviendra là tout de suite. C'est ça qui est intéressant. Toi, justement, donc, est-ce que c'était ta première expérience avec la médiumnité en ayant été visiter justement un médium, ou tu avais déjà eu d'autres expériences du même type? Cette fois-là, c'était ma première consultation. Alors, je reçois moi-même des messages pour les autres, mais j'avais jamais été dans la démarche d'aller voir un médium pour recevoir des messages, puisque des fois j'ai des visites dans mes rêves, je ressens beaucoup les choses, les gens, des messages. Et j'avais pas éprouvé le besoin de vivre cette expérience avant. Mais ça s'est présenté. C'est un monsieur qui est venu à Montréal de France. C'était le médium Christophe Jacob. Oui. Qui était venu pour des conférences. Qui est décédé malheureusement récemment, oui. Ouais, mais qui est toujours là quand même. Bien sûr. Et oui. Christophe m'a transmis ce message de mon prof. Et c'est vrai que c'était la première fois que j'avais l'opportunité de le faire. J'y suis allé un peu par curiosité plus que par besoin. J'avais des photos de défunts, j'attendais pas de choses en particulier, j'avais pas de besoin, pas d'attente, mais j'avais la curiosité de me dire bah tiens, j'ai envie que ce soit mon tour en fait, tout simplement. Et j'ai bien fait parce que j'ai eu des beaux messages de mes grands-parents, de mon cousin pour la première fois et de ce monsieur qui m'a secoué, qui a changé ma vie en fait, monsieur Michaud, qui a changé ma vie. En me poussant à bon allez vas-y faut que tu t'y remettes quoi. Je me suis engagé à le faire, voilà. Ouais, en plus bon c'est d'autant plus touchant ton histoire parce que bon on le sait parfois les messages sont telle une radio qui ne fonctionnerait pas bien sur pile sont parfois un peu hasardeux, voire parfois un peu flous, parfois ce sont des messages qui par contre peuvent être tout à fait à l'opposé, clairs et nets et précis et avec effectivement alors quelque chose qui toi va te parler et pas parler à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je dis à chaque fois un peu sur l'émission que tous ces sujets-là finalement que ce soit un ovni qui vous apparaît dans le ciel ou peu importe, ou alors justement une expérience médiumnique, ou alors une apparition même pourquoi pas fantomatique, spectrale, etc. Ça reste malgré tout, c'est ça qui est paradoxal, c'est un sujet qui est universel. Où bon nombre de populations ont fait, disons, ces expériences sans pouvoir pour autant peut-être le dire comme toi tu le fais ici, ou aussi, encore une fois, culturellement parlant, c'est difficile, comme on le sait avec les jugements, voilà, les préjugés sur tu es fou, voilà, juste t'es fou, quoi, voilà, on sait comment ça marche. Et donc c'est universel et en même temps c'est très intime. C'est très intime comme expérience en fait. Et c'est un peu comme quand tu racontes ton rêve. Hein. Là, je fais juste une aparté avec le rêve. Quand tu racontes ton rêve à quelqu'un, toi, tu as vécu quelque chose de relativement fort, de relativement précis, qui t'a beaucoup, disons, touché émotionnellement. Voilà, tu n'en ressors pas forcément indemne. Tu racontes ça à quelqu'un et la personne, bon, elle t'écoute comme si elle pensait déjà à ce qu'on allait bouffer le soir, quoi. Tu vois, c'est simplement parce que ça ne touche personne. Ça touche pas forcément autrui, on va dire ça comme ça, voilà. Ouais, c'est vrai que c'est une expérience très personnelle, d'introspection, qui permet l'introspection. Et mais j'avais plus l'impression, et c'est toujours le cas aujourd'hui, que j'étais plus passeur que receveur de messages. Et c'est pour ça que j'avais déjà des facultés de médium que j'avais utilisées pour transmettre des messages par le passé. J'avais pas eu le besoin, j'avais pas ressenti le besoin de les recevoir pour moi-même.
bon, là, j'ai eu la curiosité. Et puis, bah, tu vois, ça a été un élément déclencheur pour le livre dont on est en train de parler. Mais plus globalement, ce livre était le support pour moi, était un support pour passer les informations justement, pour passer les enseignements, pour expliquer la spiritualité. Ce que j'emploie le mot la vulgariser, c'est-à-dire vraiment dans le sens la rendre accessible et compréhensible à des gens qui ne sont pas initiés. Donc, les gens initiés vont s'y retrouver et ça va leur paraître, ça va leur confirmer ce qu'ils savent en gros. Voilà. Et les gens qui ne comprennent pas la spiritualité mais qui sont ouverts à son éventualité vont pouvoir se dire ah ben cette fois je comprends. Et donc après on sait pourquoi on comprend, on sait pourquoi on est d'accord, voilà. Oui, c'est ça, c'est vrai. Ça m'a frappé, enfin dans le bon sens. C'est que effectivement, tous les sujets que tu traites, je voulais le laisser pour la fin, mais bon, voilà, on va le dire maintenant. En fait, tu traites un peu de tout. Tu traites il y a le tarot, il y a même les heures doubles, il y a même, voilà, sans spoiler tout, il y a surtout la médiumnité. Enfin, il y a plein de choses. On parle même du rêve un tout petit peu à un moment donné, justement. Et ce sont tous des sujets qu'on a traités sur la chaîne. Et je me dis, voilà, c'est vraiment, s'il fallait vraiment un bouquin qui résume en gros un peu tous ces phénomènes, mais de manière, encore une fois, bien expliquée, hein. Je vous rassure, chers auditeurs, c'est détaillé, c'est pas du tout, c'est pas à la va-vite, hein. Disons que tu ne survoles pas non plus chaque sujet comme ça en laissant finalement un peu le lecteur un peu sur le pont ou sur le quai, si je peux dire. C'était facile, hein. Non, vraiment, tu expliques de A à Z. Et justement, enfin, tu expliques, justement, donc c'est Camille qui, au travers des lettres en écriture automatique qu'elle adresse justement à Alice, puisque finalement, Alice, quelque part, pour ne pas trop spoiler encore une fois l'histoire, mais je réponds, je vais le dire tellement de fois qu'on finalement, on va spoiler le spoil. C'est que, donc il y a un enquêteur qui s'appelle Jeff, hein, voilà, là c'est pas un secret pour personne. Il y a des enquêteurs, mais il y en a un précisément qui va s'intéresser justement aux écrits de Alice. Alors les écrits de Alice, non, puisque ce sont des lettres, encore une fois, qui sont écrites de la main de Camille, finalement, à travers donc l'écriture automatique. Et donc, elle va nous apprendre finalement, petit à petit, parce que ça, je l'ai pas dit au début de la vidéo, Camille ne sait pas qui elle ou il est, en fait. C'est ça le truc. Donc, et nous non plus, du coup. Et on veut savoir, au fur et à mesure des chapitres, qui est Camille, en fait. Comment cette personne est décédée, pourquoi elle est décédée, et c'est vraiment toute une intrigue, et je vous assure, il faut vraiment aller jusqu'à la fin. Là, Pierre, il nous fait pas de cadeau, hein. C'est jusqu'à la fin. Alors, vous aurez peut-être des indices qui vont peut-être vous titiller un peu l'esprit, tu sais, tel un Hercule Poirot ou tel un Agatha Christie, parce que c'est un peu ça aussi, il y a un peu ce côté-là. Tel vraiment des romans comme ça qui vous tiennent jusqu'à la fin, quoi. C'est pas une carotte, hein. C'est pas une carotte jusqu'au bout du fil. C'est loin d'être une carotte. Il y a vraiment un beau cadeau. Il y a vraiment des messages et vraiment, voilà. Tu parlais de Camille qui ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. En fait, le sexe biologique est par définition biologique, donc elle se réfère à l'humain et à l'être incarné, alors que l'âme, n'ayant pas de biologie, n'a pas de sexe, en fait. Et donc, comme les anges. Voilà, c'est ça. Les anges sont des incarnés. C'est ça. Et donc, j'ai écrit ce livre à la narration, donc c'est le personnage principal qui s'adresse au lecteur. Et j'ai écrit ce livre à la narration en enlevant toutes les marques de genre. Alors c'est un style que j'ai découvert, c'était pas intentionnel, mais disons que j'ai appris que c'était un style qui existait, qui s'appelle le style épicène, où en fait c'est une narration sans marque de genre. Et donc il a fallu que j'enlève tous les adjectifs qui genraient le personnage. Par exemple, de dire je suis grand ou je suis grande, il fallait que je décrive la taille du personnage sans jamais lui donner un genre, un sexe, parce que sinon ça allait vouloir dire que je parlais de l'humain. Or précisément, c'était l'âme qui s'exprimait, et je décris le personnage de manière neutre. Les lecteurs se font leur propre image. Mais il y a aussi une raison, mais on va pas dire pourquoi. Oui. Parce que ça fait partie de l'intrigue, justement. Parce qu'il y a une leçon, il y a une morale quand même. Ouais. Mais c'est là où je t'arrête, parce que, enfin, je t'arrête pas, mais c'est vrai que c'est important parce que c'est pas,
c'est pas juste par plaisir que tu as pris cette forme-là, ce style-là. C'est aussi, ça fait aussi partie de l'intrigue, en fait. Donc, ça fait partie du message. Ouais. Voilà. À part entière, ça fait partie du message. Voilà, d'accord. Donc voilà, tout simplement pour Camille. Et donc Alice, par contre, elle a un fort caractère. Hein, donc effectivement, c'est une sexagénaire, donc pensionnée, mateuse à la base finalement. Elle reconnaît elle accepte finalement sa médiumnité, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la faculté de recevoir des messages comme ça, mais qui bloquent. Et généralement, à ce moment-là, quand tu bloques, tu reçois plus. L'autre côté, ils te contactent plus finalement. Hein, ils ont un peu raison aussi en même temps. Mais ici, Alice, elle a son caractère bien trempé. Elle se laisse pas faire. D'ailleurs, elle vous voit toujours. Elle vous voit d'ailleurs toujours, Camille. Elle prend vraiment là vraiment aussi le vouvoiement est assez intéressant parce que là où Camille tutoie, Alice, elle vous voit. Et en fait, il y a peut-être que c'est aussi générationnel, mais voilà, on sent qu'elle n'a pas envie non plus d'être trop proche de ce défunt qui la contacte parce qu'elle prend des distances en fin de compte. Hein. Ouais. À moins que tu as. Oui. C'est un très bon résumé. C'est vrai que j'ai voulu que l'âme de Camille se sente libre de toute bienséance. Alors, il y a du tutoiement, il y a des vacheries qui sont envoyées à Alice de façon très régulière. Et inversement, Alice essaye de calmer un peu le jeu avec du vouvoiement, avec beaucoup de délicatesse, avec beaucoup de bienséance. Il y a comme ce combat permanent entre les deux de je t'envoie une vacherie mais tu me réponds pas, mais oui mais j'ai envie mais je le fais pas parce que je suis bien éduqué contrairement à toi, etc. Et donc je me suis beaucoup amusé à donner des personnalités aussi opposées aux deux personnages. Et c'est marrant parce que à la limite, ça me rappelle un médium que tu connais sûrement de renom, enfin que j'avais interviewé, c'est Rénal Roussel qui a mis un peu tout ça de côté. Et lui, il a ce franc-parler, en fait, enfin, en tout cas, quand les gens vont en consultation, tu sais, ou dans des salles où tu mets une photo d'un défunt et puis l'âme vient ou pas. Finalement, hein, c'est elle qui choisit, pas le médium. Il avait ce franc-parler, enfin, il a toujours ce franc-parler, hein, mon Dieu, je parle au passé. Il a ce franc-parler et ça nous rappelle aussi une chose, c'est que, je parle de lui parce que c'est un exemple, voilà, pour ceux qui connaissent, mais c'est surtout le fait que la spiritualité, c'est pas non plus une science pour neuneux, quoi. C'est pas une science pour bisounours. Alors oui, c'est sympa le côté tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, mais la vérité est que de l'autre côté, si c'est la vérité en fait qui vous balance, quoi. Il n'y a pas de juste milieu, c'est comme ça et puis point, quoi. Je sais pas comment expliquer, c'est ce que j'appelle moi la vraie justesse des choses. Ouais. Ici, on a la justice, ça tombe bien avec ce que tu étudies. On a la justice judiciaire, policière, etc. Humaine, finalement. Moi, j'appelle ça la justice de l'humain. Et puis, d'autre côté, tu as la justesse. Et la justesse, c'est vraiment ça. C'est comme quand tu accordes ton violon, ta guitare, l'instrument que tu joues. C'est la justesse des choses. Et on ne badine pas non plus avec le côté sentimental. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Hein, c'est vraiment. C'est pas brutal non plus, hein, non. Bien sûr. Hein, non, c'est pas brutal, mais c'est décomplexé. Non. Voilà. C'est exactement ça. C'est décomplexé. J'ai voulu aussi aborder le sujet de la mort avec une légèreté absolue. Et je me suis dit que les petites vacheries que Camille pouvait envoyer à Alice seraient une bonne illustration de juste donner le sourire. Voilà, si je prends l'exemple de quelqu'un qui a eu une journée difficile, qui lit une page du livre et qui a juste qui esquisse un sourire, en lisant une réplique, je serais heureux, quoi, voilà. Donc, le but était aussi de montrer que les gens ont une personnalité dans l'au-delà et que les âmes qui contactent les médiums leur font ressentir leur personnalité, tout simplement. Et que la personnalité peut être absolument identique à celle qui était la leur de leur vivant, mais peut aussi être différente si l'âme avait des contraintes, était contrainte dans sa vie terrestre et qu'elle se sent libérée de ces contraintes et peut enfin être elle-même, le médium peut l'apercevoir d'une manière quand même un peu différente. Et donc,
Non, non, je voulais dire que les messages relatifs à la spiritualité que je transmets dans le livre sont des messages que j'ai moi-même ressentis. C'est pas des passages qui sont issus de ma réflexion d'auteur. C'est des passages que j'ai écrits sous le compte de l'intuition et de la canalisation. D'accord, ok. Donc il y a une grande part d'authenticité dans ce roman, encore une fois, et bah d'ailleurs on le sent, c'est ce que je disais en off, et après je rebondirai sur autre chose, mais par rapport à ce que tu viens de dire, c'est vrai qu'en off on en parlait et on était d'accord là-dessus, enfin, j'avais comme l'impression qu'en somme, on voit que Pierre n'est pas un auteur comme les autres, dans le sens que tu n'as pas fait 36 bouquins, tu n'es pas, voilà, là tu sors finalement la tête enfin de l'eau parce que sans doute que ça t'était destiné d'écrire, peut-être depuis bien plus longtemps que tu ne le penses, j'en sais rien sans émettre d'hypothèse, mais on sent que tu as mis toutes tes tripes dedans et tout ton cœur aussi, parce que mais c'est surtout que j'avais l'impression effectivement qu'il y avait certains passages où que ce soit Camille, que ce soit Alice, que ce soit même aussi le professeur qui poussait à Camille à continuer dans la voie qu'il elle avait entamée, commencé plutôt. On sent vraiment qu'il y a du vécu, on sent vraiment que c'est pas, il y a pas, comment expliquer, bon, les auditeurs l'auront compris, je suis pas non plus expert en bouquins, spécialement, surtout en roman. J'en ai lu quelques-uns dans ma vie, mais voilà, je suis pas non plus expert en littérature. Mais on sent vraiment qu'il y a un vécu, on sent vraiment que tout ce qui en ressort, c'est du langage un petit peu, outre les mots de vocabulaire qu'on va peut-être devoir aller chercher dans le dictionnaire, parce qu'il y en a certains, accrochez-vous quand même, mais ça vaut la peine, c'est comme ça qu'on apprend. Mais c'est vraiment, voilà, un langage qui est limite presque familier. Voilà, il y a tout le monde qui aura pu entendre dire, soit Alice, soit Camille, certaines réflexions, certaines phrases. Voilà, on entend presque la voix de quelqu'un qu'on a connu ou qu'on connaît dans la vie et qui aurait eu ce genre de réflexion, tu vois, avec avec cette franchise aussi. Voilà. C'est ça. Il y a un côté de ça. Alors, par rapport à ce que tu disais, effectivement, comme quoi les âmes ont une personnalité, surtout celle qu'elles viennent incarner, finalement, l'avatar, moi, comme je les appelle quelque part, une sorte d'avatar, en fait, ici sur Terre. Voilà, il y a un véhicule, machin. Attention, avatar, c'est pas vulgaire, c'est simplement que on joue un rôle ici, tous, quel qu'il soit, et lorsqu'on retourne à la maison ou à la source, on va dire, on va peut-être ou non revêtir le vêtement de quelqu'un dans une prochaine vie et qui aura un autre rôle bien précis. Et ça, voilà, on ne le sait pas encore. Voilà, comme je dis toujours, j'espère que je ne reviendrai pas sur Terre, même s'il y a des belles choses. Mais bon, c'est vrai. Ah ouais, moi c'est comme ça. Mais là, c'est Alexis qui parle, tu vois. Là, c'est Alexis et j'ai conscience que Alexis parle comme ça. C'est l'ego d'Alexis qui parle comme ça. L'âme, par contre, ça se trouve, il a d'autres plans, quoi, tu vois. J'aime beaucoup la question de l'ego et de l'âme. Parce que justement, j'ai fait référence dans le livre. J'ai compris au fil des années, des choses que j'ai vécues, que nous étions faits de la combinaison des deux. J'ai eu du mal à comprendre la notion d'ego jusqu'à comprendre qu'en fait c'était comme mon coloc. Alors je considère, je me visualise vraiment avec un coloc. Donc je suis très visuel dans mes perceptions. Donc je me visualise avec une silhouette. Donc ça, c'est la silhouette me représente. Et quand j'ai commencé à avoir conscience de ça, il y avait la moitié gauche qui était mon humain, c'est-à-dire ce qui me représente, mais qui est le fruit de mon éducation, de mes traumas normaux que tout le monde vit, etc., de mes expériences de vie, de tout ce que j'ai appris au cours de ma vie. Ça me donne une personnalité humaine. Et l'autre moitié, c'est l'âme, c'est-à-dire qui j'étais à la seconde où je suis né, avant d'être formé par le monde. Voilà. Et j'ai réalisé que cette composition 50-50 ne me correspondait pas. Et que ça laissait trop de place à l'ego, ça laissait trop de place à des émotions et à des réactions instinctives
qui en fait devait juste être accepté sans pour autant représenter autant de place. Et je me suis visualisé à pousser cette barrière jusqu'à obtenir un 90-10 où j'ai 90% de moi que je considère être le reflet de mon âme et 10% mon ego. Et quand j'ai une réaction comme une émotion ou quelque chose d'un peu fort et que j'arrive à identifier parce que j'ai cette conscience que j'arrive à identifier comme se référant à mon ego parce que ça se réfère à mon expérience de vie, à mes traumas, etc. J'accepte juste, mais j'accepte que ça représente que 10%. Donc en fait, visuellement, je me visualise avec un truc qui représente pas grand-chose. Ça veut dire que ça n'a pas beaucoup d'impact sur moi. Et je me sens très aligné sur moi-même, sur mon identité qui est donc mon âme, parce que j'accorde très peu d'importance aux conséquences et aux ressentis de mon ego, que j'accepte en me disant t'es mon coloc, alors c'est ton truc, vas-y, t'as un truc à dire, dis-le, exprime-le, mais une fois que tu l'as exprimé, en fait, concrètement, je n'en ferai rien, tu vois, parce que c'est pas moi, en fait. Voilà, celui que je considère être moi, c'est l'autre. Donc l'âme. L'âme, en l'occurrence, ouais. Et j'aime beaucoup que tu fasses allusion à l'ego, parce que pour moi, c'est une clé primordiale de la compréhension de la spiritualité, c'est-à-dire ma spiritualité se réfère à mon âme, et plus ton âme occupe de place importante en proportion par rapport à ton ego, plus tu peux te considérer spirituel parce que tu te sens aligné sur toi-même, tu es ouvert à qui tu es, et finalement ton humain est juste un véhicule, comme tu dis. Alors que si je considère que mon humain c'est ma destination, c'est pas pareil. Tu vois? Mais je crois que c'est la plus belle chose qui pourrait nous arriver. Alors maintenant, je sais pas si selon certaines lois peut-être universelles, c'est autorisé, mais c'est aller à la rencontre de son âme en fait, de son vivant. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre. On pourrait partir sur des heures, mais voilà, c'est ce que propose la méditation, ce que proposent les cérémonies chamaniques. Il y a quand même il y a des moyens de le faire. Et puis il y a aussi j'ai eu le sentiment que dans mon exemple, je te parle de mon exemple, c'est pas une vérité absolue et universelle, mais que je n'ai pas besoin de ça pour me connecter à mon âme en fait. Donc il y a des gens qui ont un ego qui a un poids très très fort sur eux parce qu'ils ont vécu une vie qui les a formés comme ça, qui vont avoir besoin de quelque chose qui va les accompagner pour se reconnecter à leur âme, et d'autres personnes qui vont arriver à faire cette démarche spontanément sans artifice extérieur. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, mais une chose est sûre, c'est que quand on a identifié notre portion âme et qu'on arrive à vraiment y rester connecté, ça fait une différence énorme dans le quotidien, même dans nos relations humaines, tout simplement, parce qu'on aborde les gens avec la bienveillance d'une âme et pas avec le côté matérialiste de l'humain. Voilà, j'habite à Las Vegas, c'est l'endroit le pire du monde en matière d'ego, je veux dire, c'est là que les gens viennent mais gagner de l'argent, dépenser de l'argent, on est dans des choses... Se montrer aussi. Oui, ouais, se montrer, ça. On est exactement sur... C'est le paradis des égos, des gens qui ont des problèmes d'ego surdimensionnés, tu vois, ils se sentent bien ici. Mais Las Vegas, c'est pas juste ça, c'est aussi un endroit qui est, pour des raisons géologiques, très très fort, énergétiquement. C'est très proche de la faille de San Andreas, donc on est vraiment sur deux zones à forte tellurie qui font que quand tu mets les pieds à l'aéroport de Las Vegas, c'est pas les casinos que tu perçois, c'est une attirance magnétique qui te dit qu'il y a quelque chose à vivre là, quoi, si t'es ouvert à ça. Et l'ego, je le vois dans mon entourage, je veux dire, il y a plein de gens qui sont très égotiques, très égocentriques, et voilà, j'aime leur parler spiritualité parce que je me dis que ils ont tout à y gagner, en fait. Est-ce qu'il y a une place là à Las Vegas pour la spiritualité quand même? Alors, je dirais là pour faire une parenthèse. Aux États-Unis, beaucoup, oui, parce que les États-Unis sont un pays c'est un pays très religieux, et il y a une grande uniformité dans la culture religieuse que je n'ai pas connue au Canada ni en France, où au contraire on est plus dans la diversité religieuse. Aux États-Unis, c'est la majorité de la population est chrétienne, quels que soient les pays d'origine. Et ça veut dire que les gens se considèrent spirituels par l'intromise de leur religion. Pour ma part, je considère que c'est comme à l'opposé du spectre. La religion te dit quoi penser, quoi faire
dans un livre de référence. La spiritualité, tu vas aller chercher une réponse qui est propre à toi-même, en toi-même. Et justement, l'un de mes projets de recherche, c'est d'étudier comment les croyances spirituelles ou religieuses peuvent aider à prévenir les actes criminels et répréhensibles. Mais la religion et la spiritualité sont tellement différentes qu'en fait, pour moi, il n'y a pas de confusion. Mais les Américains qui sont religieux se considèrent spirituels, ce qui n'est pas incompatible non plus. Donc oui, la spiritualité a une part très importante ici. En tout cas, Pierre, franchement, si un jour tu termines tes études en pourquoi pas, en écrivant un bouquin sur ces rapports justement entre criminologie et spiritualité et pourquoi, à la limite même, je sais pas si ça c'est ton créneau, mais pourquoi est-ce que certaines personnes sont amenées à faire certains actes et pourquoi par contre et à contrario ou à l'opposé, c'est pourquoi est-ce que certaines victimes doivent vivre justement la fin, finalement une fin tragique. Enfin, en tout cas, franchement, voilà, tu seras le bienvenu si un jour tu fais un bouquin là-dessus, parce que ça m'intéresse au plus haut Alors point. oui, en l'occurrence, ça va être le sujet du prochain livre que je débute dans quelques jours. Puisque j'ai eu la chance d'avoir l'un de mes profs à l'université est à la retraite, mais il a été médecin légiste pour le CSI à Las Vegas. Le CSI Las Vegas, c'est la police scientifique. Donc en fait, il intervenait sur des scènes de crime et il réalisait des autopsies. Et ce monsieur, c'est mon mentor, on va dire, professionnellement et au niveau éducatif. Et il est absolument pas spirituel pour le coup. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé quand je lui ai présenté mon projet de roman pour le prochain, c'est-à-dire que je m'apprête à commencer. Je lui ai dit que j'aimerais justement aborder la notion de victime et de est-ce que la victime avait avant incarnation donné son accord pour être une victime ou pas, parce que ça change l'approche de la victimisation. Donc elle reste toujours terrible, évidemment. La réponse est ambiguë. J'ai besoin justement d'écrire ce livre pour obtenir des réponses moi-même, parce que je vais probablement recevoir des messages sous forme de canalisation. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui n'est pas clair pour moi. J'ai pas d'opinion ferme parce que je pense que. Je crois que c'est pas clair pour personne. Oui. Hein. C'est très très très. C'est ça. Mais quand on a une approche spirituelle, c'est comme parler de spiritualité avec un vegan par exemple. C'est étonnant de faire le rapprochement, mais dans mon livre, je dis que les animaux ont une âme et je dis aussi que j'ai choisi mon plan d'incarnation avant d'arriver et que les animaux font pareil. Et récemment, j'ai fait la blague à un vegan parce que je ne suis pas vegan et je lui ai dit, bah oui, mais d'un autre côté, l'animal, il a choisi son plan d'incarnation, donc il a choisi que je le mange en fait. Et comment est-ce que de quel droit je peux me permettre de contrarier son plan d'incarnation en le mangeant pas? Et il m'a dit, oui, non, mais là, c'est un peu tordu ton histoire. Et on en a beaucoup ri. Mais d'un autre côté, il y avait quand même une forme de pertinence dans la réflexion, tu vois. Et ce sujet de victimisation est le même en fait, c'est-à-dire on a un sentiment absolument convaincu qu'on a choisi ce point d'incarnation, mais comment on peut aussi parallèlement accepter cette idée quand on est victime? Il y a comme une incohérence entre les deux, et j'ai besoin de comprendre cette incohérence. Bien que c'est pas trop le sujet ici, mais c'est vachement intéressant, ça nous permettra justement un jour peut-être de rebondir là-dessus. Je te dis, tu reviendras quand tu veux pour ce sujet-là, parce que ça m'intéresse au plus haut point. Je pense que certains auditeurs aussi, mais encore une fois, c'est universel hein, comme sujet. C'est surtout le fait que il y a des gens qui par simple observation de leur parcours de vie, il y a des personnes qui revivent les mêmes choses, et ça aussi tu en parles dans le bouquin, tant qu'elles n'ont pas compris les choses, c'est comme une matrice, c'est comme une boucle dans laquelle tu reviens, et tant que tu n'as pas compris, on va te resservir encore un couvert, peut-être encore plus fort la prochaine fois, ce sera peut-être le dernier d'ailleurs, et donc il y a quand même, quand tu dis forme de victimisation, il y a des gens qui se disent victimes parce qu'elles le veulent bien et parce qu'elles veulent rester aussi dans cette position-là, qu'elles ne veulent pas se sortir non plus, ou qu'elles pensent ne pas pouvoir se sortir de ça. Et je peux comprendre parce qu'effectivement, c'est là où ça devient complexe. C'est est-ce que tu as la volonté de sortir de ça?
si la personne n'a pas la volonté de ça, elle va rester dans cette boucle. Donc, c'est ce que je disais. Ce rêve, finalement, à l'infini, un peu comme dans le film Le jour sans fin, je crois. Oui. Très intéressant aussi. Mais tout ça pour dire que il y a aussi des gens qui, effectivement, malheureusement, et ça, l'étude nous le confirmera, enfin, on verra bien, il faudrait faire des recherches un peu plus poussées là-dessus, c'est que il y a des personnes qui, visiblement, bah, sont nées pour vivre l'enfer, quoi. Ouais. En fait, on dirait qu'elles savent, on dirait que tu ferais tout pour les sauver. Ces personnes-là, tu vois, c'est un peu comme, il y a un film comme ça horrible, là, ils en ont fait une série, bon, moi, le premier m'avait suffi, ça m'avait traumatisé, déjà assez comme ça. Tu sais, c'est la mort qui rattrape ces jeunes, je crois qu'ils sont une bande de 6 ou de 7, tu sais, comme dans tous les films américains. En général, il y a une série pour que le film dure un peu plus longtemps. En fait, je crois que c'est par rapport au destin, en fait. Je pense que c'est par rapport au destin. Je sais plus comment s'appelle le film, je mettrai la miniature si je retrouve de toute façon le titre. En fait, ils vivent tous une mort atroce dans le film. Et en fait, en fait, ils savent pas lutter contre leur destin. Voilà. Ouais. Si bien que le dernier à la fin, en fait, il reste chez lui, il pense qu'il va rien lui arriver, mais en fait, voilà. Bref. Enfin, c'est un truc, c'est vraiment, c'est complexe. Là, Voilà. C'est entre. oui, ce sujet de victimisation et de savoir est-ce que la victime a envie de se sortir de son statut de victime, c'est très pertinent. En fait, j'avoue qu'il y a un film qui m'a beaucoup marqué, qui aborde cette question spécifiquement. C'est le sujet du film. C'est un film avec Gérard Jugnot. Il joue un psy. Le film s'appelle Oui, mais. Et c'est l'histoire des gens qui sont victimes et qui disent toujours oui, mais, et qui ont toujours une bonne raison de ne pas se sortir de leur rôle de victime. Et c'est très intéressant parce qu'il y a des victimes qui sont dans ce cercle-là. Et pour le coup, c'est le sujet que j'aborde dans mon livre quand je parle de plan d'incarnation, à savoir que dans ce que moi j'ai comme certitude, hein, comme conviction, je dis pas que c'est de la vérité divine. Je ne me prétends pas être Dieu, mais Pas encore, hein. Candidature peut-être. Oui. Non, c'est qu'en fait, ce qu'on doit apprendre, c'est des grandes lignes, et en fait, c'est comme si on nous donne la table des matières d'un livre, voilà. Mais après, le contenu de chaque paragraphe, le contenu de chaque chapitre, c'est à nous de l'écrire. Et on a notre propre libre arbitre. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas ce terme et qui vont employer un autre terme. On a notre liberté, parfois, de choix. Et c'est souvent une question de choix. Si je reprends dans mon histoire de vie, j'ai gagné de l'argent à un jeu télévisé. C'était très positif. Ça aurait pu être négatif, vivre une situation. Comment j'ai réagi devant cette situation? J'étais face à une bifurcation. Et mais toutes les 2 minutes, on est devant des bifurcations. Est-ce que je choisis d'aller à gauche ou à droite? Est-ce que je choisis d'aller à gauche ou à droite? Là, la question était, est-ce que je change de voiture ou est-ce que je change de vie? J'aurais pu changer de voiture. J'aurais une autre vie aujourd'hui. J'ai choisi de changer de vie. Ça m'a ouvert des portes. Et bien souvent, quand on est dans des situations, on peut pas, évidemment, réécrire le passé et ne plus faire face à la situation. La solution n'est pas là. La différence va se faire dans la réaction qu'on va adopter. Est-ce que je tourne à gauche ou est-ce que je tourne à droite? Et c'est là que je parle de libre arbitre. C'est-à-dire que les situations où tu as une intersection, il y a une voie, l'une des deux voies qui est fermée, c'est vraiment exceptionnel. C'est-à-dire que c'est plus vraiment une intersection dans ces cas-là. Mais toute la partie sur laquelle on a notre libre arbitre, c'est tous les paragraphes sur lesquels on a la liberté d'écriture dans le livre de notre vie, je dirais. C'est vraiment quel est le bon choix. Et en criminologie, c'est ce qu'on étudie. C'est-à-dire, on ne dit pas il y a des mauvaises personnes qui commettent des crimes. On dit il y a des bonnes personnes qui font des mauvais choix. Et c'est très intéressant d'aborder les choses sous cet angle-là. C'est-à-dire, le problème n'est pas la personne en elle-même, mais qu'est-ce qui a amené cette personne à faire ce mauvais choix? Et c'est là que la spiritualité peut être un moyen de prévention, à savoir, si je me connecte à mon âme qui fait partie de moi, alors je vais pas réagir de façon instinctive avec mon ego, je vais réagir et je vais avoir le recul suffisant pour savoir ok, si je tourne à gauche, je vais là, si je tourne à droite, je vais là. Donc, il faut que je prenne la bonne direction. Et ça, c'est pas possible avec l'ego, en fait, parce que précisément, l'ego, c'est ce qui permet pas de faire. Donc, c'est pour ça que j'ai l'impression, mais il faut que je l'étudie pour avoir des chiffres fondés,
que la spiritualité est un moyen de prévention pour aider les gens à faire des bons choix. Parce que voilà, concrètement, t'as un jeune qui sort un couteau et qui va pointer quelqu'un dans la rue. Bon, est-ce que le jeune est mauvais? Le jeune, il a probablement eu une histoire de famille qui fait qu'il a pas eu de cadre, qui fait qu'on peut lui trouver toutes les circonstances atténuantes qu'on veut. On peut aussi lui trouver toutes les circonstances aggravantes qu'on veut. La solution, elle est pas là. La solution, elle est de se poser la question de savoir qu'est-ce qui, si tu fais un pas en arrière, qu'est-ce qui fait que tu as choisi de sortir de chez toi avec le couteau, déjà. Et ensuite, une fois que tu avais le couteau dans la poche, qu'est-ce qui fait que tu as choisi de planter la personne plutôt que de pas la planter? Et c'est intéressant de comprendre que la criminologie, c'est une question de choix, en fait. C'est, j'ai fait un mauvais choix. Et comment je peux me prémunir de faire ce mauvais choix? Et la spiritualité est, à mon sens, ce qui permet de faire des bons choix. Et quand j'expose dans mon livre ce qu'est la spiritualité, je donne des clés. À mon sens, tu vas pouvoir me dire ce que tu as dans pensée, mais je donne des clés pour comprendre quel est le spectre de nos choix, en fait, et à quel point on peut intervenir et quelles sont nos ressources qui peuvent nous aider à faire des bons choix. Et j'ai adoré en fait que quand je crois que c'est Camille qui demande Camille qui demande à Madame Rose, Mademoiselle Rose, je pense. Mademoiselle Rose est une médium pour expliquer. Oui, pour expliquer, oui. Mademoiselle Rose est une médium et le chapitre 6. Que Camille rencontre avant de décéder. Camille rencontre cette médium de son vivant. Et c'est le chapitre 6, c'est quasiment un dialogue, il y a très peu de passages descriptifs, c'est quasiment un dialogue, et il y a beaucoup d'enseignements. En fait, Camille pose ces questions, la médium répond. Voilà. Ouais. J'adore vraiment et je sais pas si on peut spoiler là, pour le coup, quel est le bon choix? En fait, le choix, tu le sauras, en fait. C'est aussi simple que ça, tu le sauras. Non, ce qu'il faut pas spolier, c'est, je te donne le cadre. Ce qu'il faut pas spoiler, c'est le 10e chapitre, parce qu'évidemment, c'est le dernier. Non, bien sûr que non. Il y a des non-sujets qui n'ont pas d'intérêt, mais que j'aborde volontairement pour expliquer que c'est un non-sujet. Alors que si tu abordes avec moi aujourd'hui publiquement les notions relatives à la spiritualité, j'ai pas lieu de les cacher parce que, au contraire, j'ai envie que les gens en aient connaissance. Donc, j'aime autant qu'on en parle. Voilà. Mais oui, mais c'est ça, c'est vraiment un bouquin initiatique, encore une fois, c'est ce que, et tu as très très bien dit, hein, écrit pour les initiés, pour les non-initiés, même si, encore une fois, initié, voilà, ça peut paraître très pédant comme mot, hein. Moi, je connais, toi pas, enfin, bref. Donc, oui, alors, je voulais aussi, justement, lire une phrase, un passage, en fait, que Camille décrit de sa vie. Et donc, qui écrit à son père, bébé, mon père, enfin non, qui n'écrit pas à son père, pardon, qui écrit à Alice à travers sa main, pardon. Bébé, mon père m'a appris à parler. Enfant, le monde extérieur m'a appris à me taire. Aujourd'hui, dans le monde des défunts, j'apprends à m'exprimer. C'est très triste, ça m'a beaucoup c'est une phrase qui m'a beaucoup touché, dans le sens qu'effectivement, aujourd'hui, là, à l'heure où on parle, où on tourne, il y a des milliers, des millions de personnes qui sont un peu dans ce cas-là. Alors, attention, hein, j'en appelle jamais au suicide pour mieux parler de l'autre côté, hein, jamais. Renseignez-vous sur ce qu'est le suicide et les conséquences sur là, mais c'est surtout qu'en fait, c'est triste parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont incompris dans ce monde. Et qu'effectivement, on nous apprend à parler dès le plus jeune âge parce que voilà, il faut communiquer, c'est comme ça qu'on communique, en tout cas ici sur Terre, jusqu'à preuve du contraire. Et en fait, il y a des gens qui sont brimés toute leur vie. On a aussi discuté de ça dans une émission sur la médiumnité où beaucoup de gens, par exemple, briment leurs enfants parce que non, un ami invisible n'existe pas. Tout ça, c'est des balivernes, par exemple. Première conséquence de comment brimer un enfant en 10 leçons. Voilà. C'est pas une vidéo qui va fonctionner, ça, par contre. Mais voilà, on se rend pas compte de tous les dégâts qu'on peut faire, en fait, à un enfant et qui, après, adulte, adolescent, et adulte après, ne s'est pas exprimé, n'a pas pu s'exprimer comme il veut, parce qu'en fait, on est dans une société un peu, pour ça, encore un petit peu archaïque, quoi. Mais justement, on en revient à la question de l'ego, parce que
ce qui est la conséquence de l'éducation, des expériences de vie, et en l'occurrence ce cadre parfois où les enfants sont très déçus par le monde des adultes et apprennent à se taire parce que il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela, il faut rentrer dans un moule, il faut rentrer dans un cadre précis, tout a un nom, il faut rentrer dans une boîte, c'est très décevant. Et quand on a conscience que cet inconfort où on se retrouve pas dans ces choses-là a en fait un rapport justement avec notre ego, puisque c'est en rapport avec notre éducation, la société, les attentes, etc. Quand on visualise que notre ego n'est que 10% de nous, spontanément, on se dirige vers quelque chose où on commence à arriver à s'exprimer. Parce que cette boîte qui nous contraint, elle représente 10%. Et je ne sais pas si tu pourras, je vais t'envoyer par message un visuel que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si tu pourrais l'afficher. C'est un visuel où en fait il y a une balle noire dans un bocal. C'est très drôle parce que je réalise que tu m'as fait référence à mon bocal tout à l'heure. Et c'est une balle noire dans un bocal comme ça, une sorte de pot de confiture. Et c'est une balle noire dans un bocal qui représente la douleur. Et la balle noire, elle a la taille du bocal au départ. Et la solution ne consiste pas à chercher à faire réduire cette balle noire parce qu'on ne pourra pas faire réduire cet événement qui s'est produit. Par contre, la solution consiste à grandir autour pour que cette balle noire occupe une place de plus en plus petite dans le bocal. Et j'en suis arrivé là avec mon 90-10 où cette balle qui représente mon ego, elle représente les 10% finalement. Donc elle est plus si gênante que ça, alors qu'elle m'étouffait avant. C'est ça. Donc je vais te l'envoyer, tu pourras la rajouter. Très très belle image, très très belle image. Alexis, voilà. Là, je ne sais pas où Alexis va vous l'intégrer. Non, je la mettrai quelque part. Peut-être peut-être en écran plein, tiens. Voilà. Mais non, c'est intéressant comme image. Et puis, bah ouais, écoute, c'est tout à fait parlant, quoi. C'est ce qu'on devrait en tirer un petit peu. Et donc, comme je le disais au début de l'émission, effectivement, donc tu y traites d'un tas de sujets, hein, comme je le disais, un peu tous les sujets qu'on a finalement présentés sur la chaîne. Tiens, voilà, il apparaît. Tarot, le phénomène des doubleurs, etc. Que j'ai adoré, mais ça on va pas en parler parce que voilà, mais c'est super intéressant. Vraiment, c'est un bouquin relativement complet, un roman, oui, une enquête policière certainement, mais aussi surtout un livre initiatique et spirituel et même terrestre, parce que de toute façon, on parle de spiritualité, on peut pas non plus évoquer spiritualité sans évoquer notre vie sur Terre, notre vie terrestre, parce qu'elle est importante, celle-là aussi, c'est justement celle qui va faire peut-être en sorte qu'on va évoluer aussi de l'autre côté, le fait qu'on va peut-être pas revenir avec les mêmes bagages qu'on a vécu. Alors là, c'est une question de réincarnation, hein, c'est encore un autre sujet, mais encore une fois, voilà, je veux dire, tout est dans tout, et il y a rien à jeter finalement. Tout se transforme, comme on dit, hein, rien ne se perd, tout se transforme, c'est vraiment ça. Oui, cette notion d'être un tout aussi, je compare les atomes qui constituent notre corps aux atomes des autres choses qui nous entourent. En fait, c'est les mêmes. C'est juste qu'ils ne sont pas organisés de la même manière. Donc chez nous, ils sont organisés d'une manière qui donne des cellules, qui donnent la vie quand elles sont assemblées elles-mêmes de la bonne manière. Mais mathématiques presque, hein. Oui, oui, parce que je parle de la géométrie sacrée, etc., et de cette organisation. Et mais je veux dire, voilà, j'ai de l'eau dans mon corps, mais il y a de l'eau dans la plante. Et concrètement, c'est quoi la différence entre la plante et moi, à part que moi j'ai un cerveau? Ce cerveau me fait penser que je suis supérieur parce que la société me fait penser que je suis supérieur, mais pour le coup c'est un concept égotique. Donc je respecte tout en fait, et je respecte les autres, je respecte les éléments, je respecte parce que je pars du principe que les autres c'est un peu moi aussi parce qu'on est un tout. C'est ça. C'est ça. Comment, sans faire de leçons, parce que j'y connais rien non plus, mais en bouddhisme, j'avais entendu dire que voilà, je fais pas l'apologie du bouddhisme, hein, forcément, mais ils considèrent qu'effectivement, on est un petit peu tous des neurones finalement au milieu d'un grand cerveau, on va dire ça comme ça. Ah, j'adore. Et on a tous des connexions. Oui, c'est pas de moi. Hein. On fait tous des connexions. En fait, on fait tous des connexions et c'est pour ça que, oui, en religion, tu sais, on ne doit pas tuer son prochain. Quelque part, c'est une facette de nous. Et en fait, quand on voit, je sais que c'est dur à avaler, mais quand on voit une victime ou quand on voit justement un meurtrier, c'est une part de nous, malheureusement. C'est une part sombre que nous, par contre, on a su peut-être fait taire et mettre de côté
Et voilà, c'est pour ça qu'il y a personne n'est pur, je pense, sur Terre, parce que de toute façon, si on est pur, on n'est plus ici. Voilà, quel est l'intérêt aussi en même temps, si ce n'est à travers tout ce qu'on peut sortir de meilleur en nous, justement, apporter des messages comme toi tu le fais par exemple dans ce bouquin-là, dans cette émission. Et voilà, je pense que c'est ça le but de la vie. Je trouve que on a aussi le choix, comme tu dis, de tous les sentiers qu'on veut prendre. Mais ils mènent de toute façon tous au même point, en fait. Quel que soit le bagage, quelle que soit la façon dont tu es arrivé à un tel but, les chemins sont différents. Il y en a qui vont être plus lisses, il y en a qui vont être plus tortueux, et il y en a qui vont, voilà, ça c'est la vie, c'est la vie qui nous l'offre. Et encore une fois, on peut aussi choisir de ne pas vivre la vie qu'on nous a imposée, peut-être aussi. Encore une fois, voilà, c'est se rallier de nouveau à cette âme, à ce pourquoi on est venu ici au monde. Et je pense que plus on se rapproche de ça, et plus on est dans la vérité, plus on approche du but premier. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté, même moi y compris, hein, je suis passé beaucoup à côté de beaucoup de choses que j'aurais pu faire, que j'aurais dû faire peut-être avant. Mais il n'est jamais trop tard, encore une fois, pour, disons, redresser le mât et changer de cap. Il est jamais trop tard. Quel que soit l'âge, tant qu'on a la santé, tant qu'on a la santé mentale, tant qu'on a un peu le physique aussi, c'est plus facile. Mais vraiment, il est jamais trop tard, quoi. Il est vraiment jamais trop tard. Ouais. Jamais trop tard pour changer de cap et dire, bah tiens, c'est là, tiens, que j'ai envie d'aller. C'est vrai que je me rends compte, moi, j'ai changé de vie parce que là, j'ai décidé que c'était ce qu'il me fallait en me disant, voilà, j'avais bientôt 45 ans. À l'époque, non, je les ai. Je me suis dit, j'ai bientôt 45 ans. Je suis clairement, statistiquement, il y a une chance que j'ai dépassé la moitié de ma vie. Et j'ai déjà dépassé la moitié de ma carrière. Est-ce que je veux continuer sur cette lancée et rien changer, ou est-ce que je veux me dire, je veux apprendre quelque chose? Et c'était la bifurcation, donc j'ai fait le choix. J'aurais pu faire le choix contraire de rester confortablement dans ma situation. Acheter la voiture, voilà. Voilà, acheter une voiture. Pour le coup, j'aurais racheté une voiture, mais non, j'ai décidé de tout laisser derrière moi. Et j'ai déjà vécu ce sentiment quand j'ai quitté la France pour le Canada, que quand tu quittes ton pays, tu as une contrainte logistique, en fait. Tu peux pas emporter les choses matérielles. Donc, tu pars reconstruire. Et c'est quelque chose qui, pour moi, me tenait à cœur, c'est que je reconstruisais quelque chose qui était à mon image. Et j'avais vécu cette expérience quand j'étais arrivé à Montréal, de me dire, en fait, je choisis mon quartier, je choisis ma ville, je choisis mon emploi, je choisis mes meubles, je choisis ma déco, mais tout était mon choix. Alors que quand j'habitais dans les Alpes parce que mes parents vivaient là, donc c'est là que je suis allé à l'école, donc c'est là que j'ai trouvé un emploi. Il y a pire comme décor, hein. Il y a pire comme décor, cela dit, hein. Oui, il y a pas beaucoup de gens. Donc en fait, un jour j'ai voulu voir les gens, tu vois, donc je suis allé à Paris, j'ai vu beaucoup de gens après. Voilà, mais c'est vrai que j'ai réalisé que ma vie dans les Alpes était certes très belle. Je veux dire, quand j'ouvrais les fenêtres, c'était un beau paysage, mais c'était pas mon choix, c'était la conséquence du choix de mes parents. C'est-à-dire que j'étais allé à l'école là où ils vivaient, j'avais trouvé un travail là où j'étais à l'école, j'avais acheté une maison là où je travaillais. Au final, j'avais comme opté pour la solution de facilité qui était je me pose là où je suis. Ouais. Mais c'était pas mon choix. Et quand tu poses, quand tu laisses tout et que tu vas construire ta vie à toi, en laissant derrière justement tout le bagage du passé, tu te libères d'un truc, mais c'est inconcevable, quoi. Et ça fait partie de ce qui permet de se libérer de l'ego, justement, parce que tu laisses tous les objets matériels qui te raccrochent à ça. Oui, je pense que le voyage, de toute façon, là, encore une fois, un autre grand débat que je lance, mais quelque part, le voyage, c'est aussi une partie d'aller à la rencontre de soi-même, hein. C'est très spirituel de changer d'air, de changer de vie, de changer de Dieu. Toi, d'ailleurs, je parie que plus tard, j'en sais rien, moi, tu auras peut-être une idée de plus rester à Las Vegas, tu vas peut-être rechanger d'air après, et puis... c'est étonnant, j'en parlais très récemment, et avec quelqu'un, et je lui disais, c'est la première fois que je me sens être arrivé à destination. Ah ouais, génial. Ça m'est jamais arrivé. Et franchement, j'ai 45 ans, donc j'aurais pu avoir des opportunités de me sentir arrivé à destination. Cette fois, je me dis, oh, c'est dingue.
j'ai l'impression que c'est ici que les choses vont se passer, quoi. T'es chez toi, en fait. T'es chez toi. Ouais, je suis de retour à la maison. C'est vraiment le sentiment. Ah, voilà. Et j'ai le sentiment d'être de retour à la maison. Et d'ailleurs, j'avais fait Christophe Jacob avait guidé une méditation sur les vies antérieures. Et ça m'avait projeté dans le coin. Et je me dis qu'il y a peut-être une explication là. Je ne sais pas si c'est en rapport avec les vies antérieures ou pas. Il y a débat sur la question. Même pour moi, j'ai pas la réponse claire et je cherche pas à la trouver en fait. Mais j'ai ce sentiment d'être arrivé à destination, au point que c'est ici que je vais faire mes projets de recherche et que je vais aboutir à des conclusions qui, à mon sens, auront un impact sur la société. Je dis pas le monde, mais je veux dire si des crimes peuvent ne pas être commis parce que des gens comprennent leur spiritualité, s'identifient et ne passent pas à l'acte, ça va nécessairement par effet domino sauver des vies. Et j'aurais joué mon petit rôle là-dedans en étudiant cette question et en donnant une piste. Voilà. Et j'ai l'impression que c'est ici que ça va se produire. En fait. De toute façon, tu sais, pendant que tu me dis ça, ça va peut-être faire crisser des dents, mais tant pis. Parce qu'il y en a qui aiment leur pays, hein, donc la France, et je comprends, hein, c'est un très très beau pays aussi, il n'y a pas de souci. Par contre, le pays il peut être aussi beau que tu veux, si les mentalités changent pas, le pays, il est moins joyeux, quoi. Et là, en l'occurrence, tout ce que tu me dis, tous tes projets, je crois certainement pas que c'est en Europe, en France que tu vas. Alors je dis bien en France parce qu'en Europe c'est encore différent. Il y a des pays qui sont quand même vachement aware aussi, comme dirait Jean-Claude. Mais oui, on peut pas généraliser non plus, quoi. Non, non, on peut pas généraliser, mais enfin, je veux dire, aux States, c'est quand même. En fait, j'ai toujours dit les States, c'est ça qui est dingue, c'est très paradoxal. Les States, en fait, c'est un pays, comment dire, où effectivement il n'est pas toujours bon de dire tout parce que tu peux aller vite en tôle, parce que tu vois ce que je veux dire, c'est par rapport peut-être à la France ou voilà, quoique. Hein. Mais en Amérique, par contre, le côté dingue là-dedans, c'est que tu peux aussi dire tout ce que tu veux. Il y a un côté très paradoxal et ils ont une ouverture quand même d'esprit aussi. Alors peut-être pas tout le monde, bien entendu, mais il y a une ouverture d'esprit et de toute façon, on le sait. De toute façon, la plupart des études, la plupart des choses viennent d'Amérique, en tout cas après en Europe, concernant en tout cas ce que toi tu fais comme étude par rapport à tout ce qui est spirituel et criminologie. Jamais tu vas trouver ça en France, jamais, jamais, jamais. Ça n'intéresse personne en fait. Moi, voilà, je vois bien quand j'ai une fois posé la question à un invité, tiens, est-ce que le pendule pourrait servir à chercher, tu sais, avec ce qui se passe en France en ce moment, avec le petit Émile qui a disparu, pourquoi ils font pas appel à des médiums justement, pourquoi ils font pas appel à des gens qui manipulent le pendule? Ça va pas être pris au sérieux. Ça va pas être pris au sérieux. Or, ce sont des pistes. Moi, je trouve que c'est intéressant. Il faut aller vers ça. Oui, j'y ai assisté, on va dire, j'en ai été le témoin de cette chose-là. Ça s'est produit en France, mais ma voisine a disparu en montagne pendant très longtemps et elle était évidemment décédée, mais il restait à trouver le corps. Et le corps est resté introuvable pendant longtemps. Mon père avait participé avec d'autres aux recherches en faisant des battues en montagne et c'était resté sans succès. Nous ils ont fait appel à des médiums et il y a eu beaucoup de fausses pistes malheureusement, donc ça n'a rien donné. Oui, ils sont toujours allés. Bien sûr. Et mon père a participé à ces recherches, donc je sais qu'ils y sont allés sur le terrain pour la chercher là où c'était dit, mais ça n'a jamais fonctionné. Et ils ont fini par laisser tomber et ils n'ont pas pris en compte une localisation qui elle était bonne. Et quand elle a été retrouvée, je sais que ça changeait rien en fait dans le soi, dans le sens où elle était décédée cette pauvre femme, mais il y avait une sorte de frustration de se dire on aurait pu la restituer avant à sa famille et puis les animaux seraient pas encore passés par là et puis elle aurait peut-être été en meilleure condition et puis ceci cela. Il y a toujours de la tristesse et c'est vrai que de me dire j'ai des messages de défunts que je transmets à des vivants. Est-ce qu'un jour je vais en recevoir de la part d'une victime qui va servir à coincer son criminel, ou est-ce que la victime est sur un plan de pardon et on s'en fout, c'est parfaitement terrestre, j'ai pas besoin de ça et que ça va servir à rien et que ce sera une fausse piste? Je sais pas. Je me pose la question, c'est pour ça que j'ai envie de l'étudier en fait.
Parce que aux États-Unis, si tu regardes, toi tu es plus au courant que moi, mais il y a des vieux reportages qu'on peut peut-être trouver encore sur YouTube, où ils utilisent notamment le fameux remote viewing, tu sais, les Ah gens oui, qui oui, arrivent bah, qui arrivent à se projeter, la qui arrive CIA. à se projeter sur un, oui, voilà, qui arrive à se projeter sur un lieu via un médium ou en tout cas quelqu'un qui a ces facultés-là, qui sait se reprojeter via peut-être même parfois à l'aveugle, en tout cas dans la vidéo c'est à l'aveugle et il y avait une enveloppe et puis je crois que c'était une photo en fait tout simplement et je pense que la personne devait dessiner ce qu'il ressentait à travers l'enveloppe et là c'était juste pour démontrer hein, que c'était possible de voilà de lire ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Mais il y a des gens qui font ça sans enveloppe, il y a des gens qui savent se projeter où le criminel aurait pu aller. Et alors oui, au début, c'est pas précis, mais je veux dire, voilà, enfin, il faut rien laisser au hasard, quoi. Et bon sang, ça m'agace. Tu veux pas savoir, ça m'agace parce que il suffit simplement d'un déclenchement de se dire que, alors peut-être que ils le font en cachette ici en Europe, en France, en Belgique, machin, en Suisse. Peut-être qu'ils le font, peut-être qu'ils ne le disent pas, peut-être que dans l'absolu, il y a des choses comme ça qui sont faites, des enquêtes qui sont faites, mais ça va être tu parce que simplement, ça rentre pas dans les. Oui, mais parce que la méthode n'a pas tant d'importance. Il y a des Mais non, enquêteurs qui vont exactement. travailler Oui. avec des médiums. Je veux dire, c'est pas qu'ils vont juste pas pouvoir dire voilà, mon travail c'est d'aller voir une médium ou un médium. Ça, c'est pas possible. Par contre, si l'enquêteur arrive en disant j'ai récolté telle preuve ou je vais utiliser tel profil et il coince le suspect, ben très bien. Voilà, la méthode aura fonctionné. C'est vrai que il y a des médiums qui travaillent sur ce sujet en France, il y a des médiums qui travaillent sur ce sujet aux États-Unis. C'est juste que ma question est plutôt de savoir est-ce que comme il y a beaucoup de fois où ça ne fonctionne pas, malheureusement, est-ce que c'est parce que il y a comme un problème de communication, est-ce que c'est parce que ou est-ce que véritablement c'est parce que la victime est passée à autre chose et que c'est très humain de vouloir coincer le sujet, c'est très humain, et que précisément c'est pas le sujet de la victime qui a envie d'évoluer, je sais pas en fait. Donc voilà, de pas avoir d'a priori, ça m'ouvre les deux perspectives, et je me dis que quand j'écrirai le prochain livre, comme le personnage principal va collaborer, le personnage principal sera un médecin légiste. Et ce médecin légiste va collaborer avec Alice, la médium, qui va donc revenir dans le décor. Alice revient. Oui, bah oui. Alice. Bah oui, j'allais pas la laisser comme ça non plus. Ah, magnifique. J'aime beaucoup cette femme-là. Je Oui, l'aime elle est beaucoup. très attachante. Et donc, Ah, elle est Alice va super. collaborer avec non plus un enquêteur qui s'appelle Jeff, mais un médecin légiste, en fait. Magnifique. Voilà. Bon, ben, on veut la suite. On veut la suite. On veut la suite. Ben, Je vais écoute, travailler. franchement, ah oui, quand tu veux, hein, quand il sera prêt, Je quand le commence, bébé sera... je commence samedi, donc Mais en tout cas, t'écris vachement vite parce que si j'ai bien compris, t'as commencé en 2020, donc c'est ce que tu expliquais durant la pandémie, comme il y en a qui connaissent. Hein. C'est que 2021, ça on sort. le voit Ah bon, pas. C'est drôle. voilà. Bah, oui, c'est un livre de l'au-delà en fait, messieurs dames. Voilà. Vous voyez, c'est un Dans de authentique. l'invisible. Voilà, c'est tout droit sorti de d'Harry Potter. Voilà. avec C'est la drôle. cape d'un C'est avec la tellement cape ça. d'invisibilité. C'est tellement ça. C'est excellent. Mais mais blague à part, c'est donc tu as écrit ce bouquin finalement en quoi en une année, grand max. En 6 mois. Alors, Oh, purée. j'ai commencé l'écriture en février 2020 parce que j'étais sur un bateau de croisière. Et en fait, oui, mais j'aime les croisières en fait de toute façon. Donc, j'avais réservé une croisière, c'était juste la semaine avant que tout ferme. Donc, je suis revenu le 10 février, je crois, on a tout fermé le 15. Enfin bref, c'était avant que le monde s'arrête. Quel dommage, t'aurais dû rester sur sur le navire tout le temps. J'imagine, j'aurais tellement aimé 6 mois sur un bateau. Tu m'en doutes. Le paradis. Je m'en doute. Enfin bref. Et Je m'en j'avais le doute. sentiment que comme j'étais coincé à ce moment-là, j'avais le sentiment que j'allais trouver les réponses auprès des gens que j'allais rencontrer sur le bateau. Et chose étonnante, je me suis dit, j'ai l'impression que je vais rencontrer une dame veuve médium, qui en fait est le profil de Alice. Et je me suis dit, mais je savais que j'avais un personnage qui s'appelait Alice et qui serait médium, qui serait veuve, mais j'avais pas l'histoire de sa vie, j'avais pas ces choses-là, j'ai pas de concret.
Et je me suis dit, j'ai l'impression que je vais rencontrer une vieille dame veuve médium sur le bateau. Et alors, la table m'a été assignée par la compagnie de croisière, et donc j'avais pas le choix des gens à côté de qui je m'asseyais. Et à ma gauche, il y avait une vieille dame. Et cette vieille dame, je discute, et elle me raconte qu'elle est médium et qu'elle vient de perdre son mari, et qu'elle fait son premier voyage toute seule sur le bateau. Donc alors pour le coup, j'avais déjà écrit ce passage, et là, je me dis, non, mais c'est dingue. Et là, je me suis dit, ok, vraiment, ça va se produire, quoi. Je vais avoir mes réponses sur le bateau. Et puis, j'ai aussi rencontré une jeune femme qui m'a partagé son histoire de vie, qui m'a autorisé à l'utiliser pour mon dénouement, parce que le dénouement, je cherchais ce qui pouvait justifier le déplacement de Camille, et je cherchais l'histoire qui pouvait le justifier. Et cette jeune femme m'a autorisé à utiliser son histoire de vie réelle comme trame de fin, et je la remercie chaleureusement parce que c'est absolument surréaliste ce qu'elle a eu à vivre. Et en fait, elle m'a offert cette solution avec une générosité absolue, en se livrant avec beaucoup de transparence. Et ce voyage a été voilà, vraiment en février 2020, j'ai eu tous ces éléments qui m'ont décoincé. Et puis j'étais directeur d'une salle de sport, on a fermé le 15 février, donc la première semaine, j'ai eu besoin de me reposer beaucoup parce que j'étais physiquement très fatigué par mon travail. Mais je pense qu'en avril, j'ai vraiment repris sérieusement l'écriture. J'écrivais des petits bouts. Mais en avril, je me suis dit, cette fois, il faut la trame, faut que j'y aille, quoi. Et j'ai terminé de l'écrire fin octobre 2020. Donc en 6 mois, il était défini. La traduction est beaucoup plus rapide parce que j'ai travaillé à la traduction et je suis suffisamment bilingue pour savoir quand c'est correct ou pas, donc j'arrive à améliorer les phrases quand elles sont imparfaites. Et j'ai pas lieu de créer le contenu, ça prend beaucoup moins de temps en fait. Donc la traduction m'a pris 2 mois, alors que l'écriture m'en a pris 6. Mais c'est rapide, c'est vraiment rapide parce que et ça n'enlève rien à la qualité du récit et de l'écriture, hein, parce que c'est ce que je disais. C'est ça que j'aime bien dans les romans tels que celui-ci, dans des livres comme ça, c'est qu'il y a non seulement du texte, alors du texte, oui, forcément, il y a que du texte. Qu'est-ce que je raconte? Il n'y a pas l'audio, il n'y a pas encore l'audio, mais ce que je veux dire, c'est oui, mais c'est parce qu'en en off, je disais aussi que quand je lisais, j'ai les scènes qui apparaissent devant moi et j'entends les sons. Enfin, je me mets à fond. En fait, en général, quand un bouquin me plaît, je me mets à fond dans le visuel, en fait. Je m'imprègne comme ça. Mais oui, c'était peut-être un peu révélateur. Mais il y a du texte, il y a de la narration, il y a du dialogue, enfin, tu nous amènes un peu sur tous les plans, finalement. En fait, c'est ça que j'adore. C'est que tu nous amènes, oui, du côté de Camille, du côté d'Alice, du côté de la crime, justement, hein. Enfin, en fait, c'est à quand un film, j'ai envie de te dire, à quand une série, ou je sais pas, parce que vraiment, il y a un truc, c'est pas pour survendre le roman, mais vraiment, on dirait que ça sort. Tu sais que, je vais te dire, je vais vous révéler quelque chose, Pierre ne le sait pas, mais quand j'ai commencé au tout début la lecture du bouquin, je me dis, tiens, ça se passe dans les années 30, c'est bizarre. J'étais persuadé, et tout d'un coup, il y a eu un élément de moderne, en fait. Il y a eu, je sais plus, le mot t-shirt. Il y avait des dates aussi, mais il y avait le mot t-shirt, oui, aussi. Mais je sais pas, j'étais resté dans l'idée que c'était dans les années 30, en fait. Ah ouais, intéressant. Et mais non, et alors chaque fois je me pinçais, mais je dis, mais non, mais enfin, elle te parle d'ordinateur, elle te parle et arrête avec ces années 30, quoi. Et enfin, bref. C'est parce que j'aime bien la période aussi. Mais voilà, tout simplement pour dire qu'on est vraiment... c'est plus qu'une croisière sur un bateau. C'est un vrai voyage vers la spiritualité. Mon Dieu, que c'est joli, je devrais le signer, ça. Oui, j'aime bien la formule, on va la garder. Hein. Un livre fait en toute transparence, hein, monsieur, dame, c'est le cas de le dire. Vous le montrez. Ouais, voilà, c'est... Voilà, quand même. Alors, j'ai pris cette photo, la photo que j'ai utilisée pour la couverture, je l'ai prise à l'aéroport de Las Vegas. Justement. C'est ta photo à toi, magnifique, encore mieux. Et c'est là où que j'ai prise dans les droits d'auteur libres. Non, c'est encore mieux si on peut faire ça soi-même. Et c'est là où, pour terminer avec ça, c'est là vraiment où on sent une authenticité aussi dans ce livre.
c'est que on sent le vécu non seulement à travers le style d'écriture aussi, et puis vraiment c'est une histoire qui peut être tellement tellement tirée de faits réels, et c'est le cas, et c'est pour ça que je disais quand un film, quand une série, bon, je lance ça comme ça parce que, Non, mais vraiment, non, mais tu sais, j'ai reçu le conseil de quelqu'un qui est ouais. un auteur internationalement reconnu, et j'ai beaucoup de reconnaissance qu'il se rende accessible pour moi. Je l'ai contacté avant qu'il soit connu, en fait, et donc on a gardé contact, et il m'a recommandé d'écrire, en suivant deux conseils, écrire d'abord le dernier chapitre pour être sûr d'avoir une bonne fin, et pour savoir où je vais, en me disant c'est plus simple de trouver un bon début que de trouver une bonne fin. Et il m'a dit écris en pensant à un film parce que ça va changer les choses, en fait. Ah, c'est Et incroyable. je l'ai écrit en pensant à un film, et c'est pour ça que j'étais coincé et que j'ai tenu vraiment à avoir une bonne fin avec le dénouement, et que cette jeune femme m'a apporté le dénouement, parce que j'avais écrit un premier roman que je n'ai pas publié, qui manquait de qualité, parce que précisément je m'étais arrêté, je l'avais commencé au début et je l'avais arrêté quand j'avais plus d'inspiration. Mais par définition, si tu t'arrêtes quand t'as plus d'inspiration, c'est pas bon, en fait. Non, non, non. Alors que donc j'avais d'abord écrit la fin, après j'ai écrit le début, et après je me suis dit ok, donc là j'ai la notion de temps entre le début et la fin, donc, et j'ai choisi de faire une chronologie, en fait. Donc je décris en gros chaque jour sur le bateau à peu près, pour faire court, et j'ai vraiment opté pour cette progressivité. Et c'est vrai que d'écrire par la fin, en pensant à un film, mais ça m'a donné une façon, ça m'a donné un guide, on va dire, pour écrire, qui était vraiment très particulier, quoi. Ouais, non, mais vraiment, c'est ça. C'est vraiment, c'est incroyable, quoi. Et je crois que c'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu autant d'images qui sont ressorties, parce que l'écriture reste quand même toujours le déclencheur de l'imaginaire, en tout cas du voyage, en fait, hein, que l'auteur invite finalement les lecteurs à suivre. C'est en ça que l'écriture est aussi, c'est ce que on disait toujours hors antenne, que contrairement à la télévision où on vous impose, ou contrairement à YouTube si vous voulez, ça fait au même, où on vous impose finalement des images, et où l'imagination n'existe plus, n'a pas de place, quoi. Voilà, en tout cas, mon cher Pierre, je sais pas si tu veux encore ajouter quelque chose. On va tout doucement terminer sur Oui, bah, ça. j'avais un petit remerciement pour toi, parce que je sais pas si Merci à on a toi. évoqué, mais je t'ai contacté parce que j'avais vu une vidéo Oui, dont l'image de prévisualisation représentait un dessin que je me suis fait tatouer, et ça m'avait vraiment interpellé de voir une vidéo de Joao qui parlait des âmes jumelles, et que tu avais choisi, ou lui, je ne sais pas, mais ce visuel pour l'illustrer, puisque c'est précisément pour illustrer cette expérience que j'ai eu la chance de vivre, que je me suis fait faire ce tatouage. Et c'est ce qui m'a donné du contenu pour mon livre, en fait, et qui m'a vraiment ouvert à la spiritualité, de me dire, OK, là, je me sens aligné sur moi-même. C'était très, très fort. Et la conversation était plutôt, initialement, quand je t'ai contacté, c'était, oh, je suis scotché que vous ayez oui, je me utilisé souviens. Je me souviens, c'est ça. ce visuel. C'est Ça m'a parti de là à la base. interpellé. Ouais. Puis après, je t'expliquais que j'ai écrit un livre, et finalement, ça a pris la direction de, je Voilà, te c'est ça. l'envoie, tu le lis, puis on en parle, mais c'était pas l'objectif premier. C'était Et j'ai beaucoup, totalement désintéressé. Oui, c'est ça. Il ouais, y avait pas de but de faire une vidéo. Et en plus, comme je le non. répète, j'avais failli arrêter à ce moment-là, ou en tout cas mettre ça de côté. Et grâce à toi, ben on est là. Tu vois, il y a pas de Donc, j'ai de hasard. la reconnaissance pour toi, t'en as pour moi, on est très Ah heureux, oui, merci. j'en ai pour toi aussi, vraiment. Ah oui, oui, Pierre, vraiment, grand merci d'avoir partagé avec les auditeurs cette expérience. C'est vraiment une expérience de vie. Ouais. Au-delà d'un bouquin, bien sûr, le bouquin est juste là pour, disons, juste pour vous apporter non seulement un témoignage de Pierre, mais pas que. Il y a plusieurs personnes finalement qui sont dedans, à qui on peut faire un coucou, toujours en transparence d'ailleurs, voilà. C'est le livre de l'au-delà, voilà. Je vous écris donc du paradis. Je vous écris du paradis, donc Pierre-Jean Lescure aux éditions Pierre-Jean Lescure, je suppose. De toute façon, je mettrai tout Non, ça. oui, c'est ça, en fait, je suis auto-édité, Ouais, donc, c'est ça. Je mettrai de toute façon le lien en description, comme voilà. d'habitude, hein, pour que les gens puissent se le procurer, lire, et pourquoi pas revenir même en dessous de la vidéo et commenter et leur expérience, voilà. Petite anecdote assez incroyable pour conclure. J'ai choisi le titre en 2020 avec un P majuscule, et j'explique que le P majuscule, en fait, est là parce que c'est le lieu de vie
nous, terrestres, mettons une majuscule à notre ville, enfin là où on vit. Et donc là, on me dit, puisque je vis au paradis, je décide unilatéralement que moi aussi, je vais mettre un majuscule à paradis. Et en 2021, quand j'ai déménagé à Las Vegas, il se trouve que j'ai acheté un appartement. Et mon appartement se trouve dans l'arrondissement de Paradise. Et donc, j'habite littéralement au paradis aujourd'hui. C'est le nom donc Las Vegas, c'est une communauté de communes. J'habite à Paradise. Il fait donc partie de l'agglomération de Las Vegas, de la communauté de communes de Las Vegas. Donc, c'est assez stupéfiant. Voilà, j'habite sur Jeffrey Street, et mon personnage s'appelle Jeff. Enfin bref, tout est absolument surréaliste, mais probablement normal. Voilà. Donc, c'est comme si en 2020, j'avais écrit mon avenir, en fait, pour faire court. Oui, voilà. Et tu vas encore sûrement vivre des expériences comme ça, comme nous tous. Et justement, on peut tous vivre ce genre d'expérience si on se connecte à ça et si on le veut bien. Si notre ouverture d'esprit est assez grande que pour accepter que on a des signes tous les jours, qu'on a des indications, qu'il y a des guides, appelez-les comme vous voulez, qui vous susurrent, qui vous soufflent finalement une voie à suivre, mais en tout cas faites attention à ça. La vie est magique. En fait, la vie elle est magique. C'était un grand tour de magie, hein. Ça tombe bien quelque part, mais c'est vraiment ça. C'est quelque chose qu'on doit vraiment accueillir les bras ouverts et le cœur ouvert aussi, parce que vraiment c'est. Ouais, je crois que là en fait, quand tu conçois qu'il y a effectivement cette vie après la vie, etc., quand on revient à la maison, quand on revient de là où on est, arrivé à la base finalement, tu conçois la vie terrestre avec plus de légèreté en fait. Et voilà, tout est dit, tout est dit. Et ouais, si tout le monde pouvait entendre ce beau message, le monde serait plus en paix. Écoute, en tout cas, on compte sur toi pour le prochain livre, en tout cas pour nous donner encore des messages. Et on ne manquera pas de faire un coucou à Alice, hein, quelle qu'elle soit, ou quel qu'il soit, ou où elle soit, enfin. Et voilà, oui, quelle qu'elle soit, pour le coup. Et donc, on fait des gros bisous à Pierre, de là où vous nous écoutez, finalement, puisque c'est à travers le monde entier que vous nous écoutez. Je vous remercie pour ça, pour avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de commenter, de liker, de faire ce que vous voulez surtout. Et j'ai aussi des liens, voilà, si vous voulez faire un petit don éventuellement. Tout ça dans la description et le bouquin aussi en description comme d'habitude. Mes chers auditeurs, à tout bientôt. Bonne fin de journée, de soirée, où que vous soyez, ou à quelle heure et à quelle période vous nous écoutez. À la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission. Moi, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Salut. Et pour soutenir la chaîne et assurer sa pérennité, vous pouvez également faire un don, soit dans la cagnotte Litchi, soit un don ponctuel. Lien dans la description. Merci, à la semaine prochaine.